Tu as un arc-en-ciel sous ton t-shirt? Et pourquoi pas, c'est OK. Et on va faire une grande transition, c'est-à-dire qu'on On va va... tous s'aimer. Ça on va va bien tous se s'aimer. passer. C'est vrai qu'il y a un côté positif, mais ça fait du bien, non? C'est un Mais côté positif ou c'est un côté bisounours? ce que tu veux, ça dépend de ta culture. Alors, beaucoup de gens traitent ça de bisounours. En fait, c'est même un principe de l'évolution biologique, c'est-à-dire ceux qui survivent sont ceux qui coopèrent. Sont ceux qui coopèrent le plus. Voilà, c'est un principe de l'évolution, un des principes. Voilà, mais on n'a pas mis les projecteurs là-dessus, et pendant 200 ans, 150 ans, on n'a vu qu'une partie du tableau. Nous, ce qu'on montre, c'est que on a une jambe hypertrophiée, tu vois, en culture de la compétition, et une jambe atrophiée. L'altruisme, ouais, c'est pour les naïfs, c'est bisounours. La coopération, le mutualisme, ça marche pas. Mais en fait, non. Non seulement ça marche, c'est plus puissant, ça vient spontanément. Enfin, des expériences incroyables, si tu veux, on en parle après. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est décomplexer les gens qui pensent ça. Et notre livre sur l'effondrement, il a permis de décomplexer un peu, dans certaines sphères, cette question de l'effondrement. On peut en parler maintenant un peu plus librement, on peut avancer des chiffres sans qu'on se prenne des remarques désagréables dans la figure, etc. Notre livre sur l'entraide, ça décomplexe ceux qui ont cette intuition. Mais c'est vital d'arriver à fissurer les imaginaires, de casser cette culture de l'égoïsme, qui croit que l'être humain, il est spontanément égoïste. Et là, les expériences sont géniales. Non seulement en temps de catastrophe, tu as des tendances prosociales extraordinaires, mais en temps ordinaire, donc il y a des économistes qui ont fait des expériences où ils ont mis autour de la table des gens, ils leur ont filé 10 ou 20 dollars, et puis ils ont fait des expériences, et en bougeant des paramètres, ils mesurent la capacité prosociale, coopérative ou égoïste des gens. C'est génial, ces expériences. L'expérience de Milgram? Ouais, attends. Et du coup, sur le jeu du bien public, justement, où les joueurs participent au bien commun, ils ont remarqué que ceux qui participaient, qui misaient sur le bien commun, il y avait ceux qui misaient et ceux qui misaient pas, qui étaient égoïstes, et bien ceux qui misaient, c'est ceux qui répondaient le plus rapidement. Alors ils se sont dit, ah c'est intéressant. Ils ont demandé aux gens de répondre plus rapidement, ils les ont stressés. Et les gens ont été globalement plus coopératifs. Puis après, ils ont demandé aux gens de réfléchir, de prendre leur temps, etc. Et les gens étaient globalement plus égoïstes. Pareil, une autre expérience où ils ont stressé les joueurs en disant après vous devez faire un exposé devant plusieurs centaines de personnes. Les gars ils étaient comme ça, et ben au jeu économique ils ont été plus coopératifs. Quand l'être humain est stressé, il est en mode intuitif, il est spontanément plus altruiste. C'est fou. Ok, c'est fou. Ça fissure notre imaginaire. Ça ne veut pas dire que c'est un monde de bisounours. Ça veut dire que si tu réfléchis, tu peux entuber ton voisin, le tuer, tu peux t'organiser pour massacrer, tu peux coopérer pour massacrer ton voisin. Tu en parlais, les guerres, c'est ça. Et justement, on commence à voir l'architecture entre coopération et compétition, comment ça s'emboîte. C'est ça qui est magnifique. On arrive à devenir compétent en compétition et en coopération. Et c'est beau. Et du coup, on peut comprendre, donc ça, on a un chapitre là-dessus sur la géopolitique. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de l'humanité où le changement climatique... Donc, ouais, un des meilleurs moyens de faire coopérer un groupe, c'est de créer un grand méchant loup, un ennemi commun. Okay, ça, c'est classique pour faire une guerre. Pour souder un peuple, tu fais la guerre aux voisins. Un terroriste. Ça, c'est... Ouais, voilà. Mais Pierre connaît ça, justement, dans L'ennemi intérieur. Non, la fabrication d'un ennemi, je crois. Fabrication de l'ennemi. De l'ennemi, super bouquin. Il parle de tous les moyens de fabriquer un ennemi aussi pour justement coopérer. Bien. Eh bien, on peut voir le changement climatique ou la possibilité d'un effondrement ou les chocs systémiques globaux, tout ce qu'on dit là depuis le début, comme en fait le nouveau grand méchant loup qui pourrait permettre une coopération internationale. L'humanité va enfin se serrer les coudes pour ne pas mourir en fait, pour ne pas s'auto-suicider, pour résister, enfin pour survivre ou vivre plus longtemps au changement climatique. Il y a eu
des analyses de la Confédération paysanne dans le Var, qui est beaucoup de viticulteurs, de petits viticulteurs, et il y a des difficultés à s'installer sur des petites fermes parce que le prix de la terre a fortement augmenté dans cette zone-là et que Bernard Arnault contrôle plusieurs domaines qui ont des marques et des noms différents mais qui ont le même propriétaire. Et d'une façon générale, autant on a eu dans les décennies d'après-guerre une sorte de compromis social en disant oui, on va moderniser l'agriculture mais dans un cadre familial. L'exploitation à 2 UTH, les lois Pisani, l'indemnité viagère pour faire partir les vieux pour que les jeunes s'agrandissent, la SAFER qui préemptait pour éviter que des gros soient trop gros. Il y avait une limite maximum à l'agrandissement et une possibilité de préemption par la SAFER. C'est créé en 62. Je pourrais revenir sur comment cette loi-là a été adoptée. C'est suite à des actions assez musclées d'ailleurs. Donc autant on a eu un modèle qui a établi un certain compromis d'une agriculture moyenne qui certes produit pour le marché mais permet l'agriculture familiale, autant on est en train de sortir de ce compromis-là. Aujourd'hui, 10% des terres appartiennent à des sociétés qui sont des sociétés où vous avez des acteurs chinois, des actionnaires chinois qui viennent acheter des domaines viticoles. Ça ne passe plus par les SAFER parce que c'est juste un changement de part dans une société actionnariale et ça n'est plus contrôlé comme ça l'était auparavant. Donc on a effectivement une dérive d'accaparement foncier sur le territoire français et que les vieilles régulations d'il y a 50 ans sont à réinventer autrement. Je vous dis ce qui s'est passé sur la loi de 62, qui fixait des surfaces maximum. On n'avait pas le droit de s'agrandir si on faisait déjà plus de tant hectares. Ça dépendait des départements. Et qui donnait un droit de préemption aux SAFER. C'était Pisani qui était ministre à ce moment-là. Il n'arrivait pas à passer cette mesure, cette idée d'une préemption pour éviter l'accaparement. Parce qu'il y avait des parlementaires conservateurs qui disaient « Ouh là là, c'est une atteinte à la propriété, si on ne peut pas vendre à qui on veut, rien ne va plus, c'est la révolution ». Et quelques jours avant la loi, il y a des groupes d'agriculteurs qui vont envahir le ranch de Jean Gabin, l'acteur, qui avait déjà un ranch, qui en avait racheté un deuxième. Il se pointe à 5 h du matin. C'est quasi une prise d'otage pendant quelques heures. Il y a une tuile qui a volé sur le toit. Gabin porte plainte. Donc on a une action un peu musclée. Et c'est grâce à cette action-là que Pisani a pu convaincre la majorité du Parlement d'adopter la mesure. Et Jean Gabin a retiré sa plainte dans les semaines qui ont suivi. On pourrait, si je vais être le bisounours beatnik de nous trois, je souhaite que Lafarge retire sa plainte dans les prochains mois en se disant oui, ces activistes des soulèvements de la terre, ils avaient bien raison, on est en train de bousiller la planète. Ils auraient au moins le même chic que Gabin. La différence entre une tuile et 4 millions d'euros, je pense que t'es bisounours bien beatnik quand même. Pour repréciser, si là tu fais référence du coup à Bouc-Bel-Air, je tiens à repréciser que l'action a été relayée par les soulèvements, mais non pas organisée par les soulèvements. Toi, en tant que de psychologue, quand t'entends par exemple George Bush dire « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous », quand t'entends la parole politique européenne où il n'y a jamais de troisième voie possible. C'est fait exprès, ils s'en rendent compte, ils s'en rendent pas compte. Tu analyses le discours politique ou pas ? Oui, je pense pas qu'ils s'en rendent compte. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs... Vraiment bisounours quand même, hein. Quoi ? Si je suis bisounours, les personnes qui nous écoutent jugeront. Je parle en observant la division qu'instaure la pensée binaire entre soit ceci, soit cela, comme c'est divisant. Je l'ai vécu moi-même, profondément. Je peux le dire sur le plan de ma vie affective. J'ai dit que j'ai commencé comme ça en disant que j'étais dans un célibat défensif jusqu'à quasiment 40 ans. J'avais peur de l'engagement parce que j'avais peur de perdre ma liberté. J'avais encodé être aimé, c'est être contrôlé. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Dès que je reçois de l'amour dans mon enfance, j'avais l'impression de devoir correspondre au projet maternel. Et donc, je me suis dit, moi, je n'ai pas du tout envie d'être contrôlé, donc j'ai envie d'avoir des amourettes, mais je ne veux pas m'engager. Mais soit je suis aimé et alors je suis contrôlé, soit je ne suis pas aimé, mais au moins je suis libre. Alors ça, c'est la pensée d'idée. J'aurais pu passer ma vie dans un célibat
tristounet à picoler ma solitude. J'ai appris, grâce à la pratique de la non-violence, à réconcilier. Et j'ai besoin d'être un être complètement libre et j'ai vraiment le goût de m'engager dans une relation stable et durable. Le « et » va remplacer complètement le « ou ». Et plus tard, j'ai fait le choix de quitter ma vie de juriste et j'étais dans la même tension. Soit je fais des choses qui m'ennuient, qui n'ont plus beaucoup de sens, mais qui rapportent bien et je suis en sécurité. Soit je fais un choix de vivre plus avec ma sensibilité, de la mettre au monde, d'aider les gens et de travailler au bien commun, mais je vais manger des racines parce que j'aurai pas de quoi vivre. Soit. Et j'ai réconcilié ça en disant, ben non, j'ai besoin de faire confiance qu'en mettant au monde ma sensibilité, en faisant ce que moi j'aime faire, je trouverai une sécurité suffisante. Réconcilier. Je ne pense pas que nos dirigeants soient dans une pensée réconciliante. Ils sont dans une pensée divisante. C'est à ce point que je veux arriver. Pourquoi ? C'est une vieille habitude. C'est un résultat, à mon avis, de la pensée cartésienne. Alors merci à la pensée cartésienne d'avoir mis de l'ordre dans le désordre, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. La pensée cartésienne, malheureusement, il y a des tiroirs qui s'opposent. On tire l'un, on retire l'autre. Ben, nous avons absolument besoin de sortir de cette dualité et de nous inspirer de la fécondité qu'il y a lorsqu'on fait danser les polarités entre elles. Tu m'autorises à être l'avocat du diable ? Bien sûr. Comment je fais pour t'énerver ? Essaye. J'essaye ? Oui. Qu'est-ce que tu connais à la guerre économique ? Qu'est-ce que tu connais à la calorie ? Qu'est-ce que tu connais à la psychologie des foules quand les gens n'ont pas 2200 calories, quand tu vois que tu leur annonces un confinement certes mal annoncé et qu'ils se précipitent pour aller acheter des rouleaux de PQ et des tubes de Nutella, t'as pas l'impression d'être hors sol. Moi, on fait une expérience de pensée, hein. Moi, politique, je suis au courant qu'il y a potentiellement un coronavirus militarisé par les Chinois, qui d'ailleurs sont très agressifs avec nos entreprises depuis un certain nombre d'années. En plus, on leur a fourni un laboratoire pour faire les conneries. Ça risque de nous retomber sur la tête. Et en plus, on a une population de trépanés. Et on sait que c'est des trépanés parce que ça fait des années qu'on leur fait avaler n'importe quoi. Et là, selon Gustave Le Bon, si cette foule commence à s'énerver, ils vont avoir tous 7 ans d'âge mental et ça va se terminer en pugilat. Alors toi, psychologue, tu me fais rire. La troisième voie, l'empathie, se projeter. Moi, j'ai des choses concrètes à gérer. Éviter que les gens se tapent dessus. Et en plus, j'ai des puissances étrangères très agressives face à mon économie. Et c'est très très compliqué. Tu penses que je vais avoir le temps de m'attarder sur tes petites pensées? Alors il va être temps de prendre ce temps, si tu veux que je te réponde cash. Parce que ne pas tirer les conséquences de la crise et ne pas prendre conscience que ça a généré un désarroi pas possible, une perte de sens, une impression de solitude, de désarroi, de non-assistance à personne en danger, et ne pas s'occuper de ça pour immédiatement mettre en place un processus d'éducation à la connaissance de soi, à la gestion émotionnelle, à l'empathie pour l'autre, à la médiation des conflits, pour éveiller les consciences, ça c'est vraiment un système complètement déconnecté de la réalité. On a affaire à des technocrates, mais pas à des humains. J'ai 3300 milliards de dettes. Je vais avoir le FMI qui va débarquer pour me racheter les bijoux de famille. Et l'un n'empêche pas l'autre, hein. Peut-être qu'il y avait des mesures d'urgence à prendre, peut-être, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais ne pas faire en sorte que les enjeux de relations humaines, de sens, de vivre ensemble, soient privilégiés immédiatement dès que la crise est passée, ça, je ne peux pas comprendre. Comme je ne peux pas comprendre lorsque l'on voit toute la violence que tu as rappelée, là, ce jeune et les coups de couteau, etc., qu'il ne soit pas immédiatement mis en place des classes plus petites, avec plus de professeurs, avec du sport, de l'activité physique. Quand je me suis occupé de jeunes dits de la rue, j'ai vu tellement d'actes de prédation et de déprédation liés à la difficulté de se sentir vivant physiquement. Les jeunes ne se sentent pas vivants, ils en ont marre de jouer du volley-ball dans des cours en béton, ils ont besoin de faire de l'escalade, de faire du cheval, de faire du saut en parachute. C'est ce que nous faisions dans l'association. Alors on cherchait des mécènes, il fallait de l'argent, effectivement, et on a trouvé. Mais je te jure que le gamin qui a passé sa journée en escalade sur des voies dans une nature magnifique et on campe le soir et on monte une tente et on fait un feu et on partage une bière, il n'a pas envie d'aller délinquer à gauche ou à droite, il est bien, il est là.
il est centré. Et qu'est-ce qui est nourri? Je l'analyse dans mes livres. C'est la chaleur. Ton livre Ce phénomène, bon, c'est mon premier livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, sorti il y a 23-24 ans, Cessez d'être gentil, soyez vrai. La qualité de la relation. Eh bien, ces jeunes, qu'est-ce qui les fédère et qui fait qu'ils n'ont pas envie d'aller délinquer, pour prendre ce mot-là? C'est la chaleur de l'amour. On a fait une journée avec de l'amour, enfin de la camaraderie, de l'affection, de l'amitié. C'est la clarté du sens. Ça a du sens de faire des choses ensemble dans lesquelles on s'entraide, on se passe le truc, etc. Et il y a un profond respect pour chacun. On n'a pas jugé qui fait quoi, qui en a longtemps attiré dans sa maison, dans ses institutions de détention, etc. Il est urgent de créer une société dans laquelle tout le monde ressent la chaleur de l'amour, tout le monde ressent le profond respect pour son identité, et tout le monde sent que la vie a du sens. Ça devrait être la base de la scolarité. Et c'est malheureusement pas ça. Les enfants vont à l'école avec la boule au ventre, en ayant peur de manquer de respect, d'être bousculés, d'être harcelés, et ils reviennent terrorisés à l'idée que la journée va recommencer demain. Les enfants devraient aller à l'école dans la joie d'apprendre et revenir dans l'enthousiasme d'avoir appris. Qu'est-ce qu'on attend pour changer ça? Est-ce que c'est Bisounours que je raconte? Tu connais la thermodynamique? Tu me réponds pas. Je suis pas là pour recevoir des questions, c'est moi qui pose des questions ici.